Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je fais du pouce sur un concept que j'avais filmé en 2020. J'ai fait un top 20 des livres les plus populaires du 21e siècle, donc des années 2000 jusqu'à 2019. Et j'avais regardé plein de sites, j'avais recensé les titres qui revenaient le plus souvent, et par la suite, j'avais fait un petit top 20 des livres les plus populaires du 21e siècle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'avais envie de lire 3 livres que je n'avais pas lus de cette liste-là. Donc, le premier livre que je vais vous présenter fait partie de la catégorie là, positionnement entre 15 et 20. Donc, il était au plus bas de la liste, mais quand même, il était sur cette liste-là. Et c'est le livre Les apparences de Gillian Flynn, ou en anglais Gone Girl. Vous le connaissez peut-être sous ce titre. C'est un livre que j'aurais pu insérer dans divers concepts parce qu'entre autres, il y a un personnage à l'intérieur de ce livre-là qui est 9L8. Donc, si vous avez vu là, nos vidéos sur l'énéagramme, il y a exactement le même énéagramme que moi. Ils sont MBTI. J'ai toujours de la misère à me souvenir si c'est ça, les lettres. Ben, en tout cas, on a juste une lettre de différence, puis c'est celle de la fin. Donc, c'est un personnage qui, sur papier, devrait me ressembler beaucoup. Donc, j'avais très hâte de découvrir ce livre, ce thriller, ma foi, quasiment rendu un classique, que je n'avais toujours pas lu, ni regardé. Donc, les apparences, de quoi ça parle? En fait, Amy et Nick sont un couple et lors de leur 5e anniversaire de mariage, Amy disparaît. Elle fait toujours une petite chasse au trésor à chaque anniversaire de couple et la chasse au trésor est là quand même, mais lorsque Nick arrive chez lui, la porte est ouverte, il y a comme des traces de lutte, comme s'il y avait eu une bataille, et forcément, Amy est nulle part. Donc là, c'est là qu'enclenche le processus avec la police pour essayer de retrouver Amy, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est une fugue, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a attenté à sa vie, est-ce qu'elle a été kidnappée. Puis forcément, lorsqu'on commence à faire une enquête, souvent le mari, c'est le principal suspect. Donc, on va découvrir dans ce livre-là qu'est-ce qui s'est passé avec Amy, mais j'en dis pas plus. C'est un thriller qui alterne les deux voix, donc on a des chapitres avec Amy, on a des chapitres avec Nick. Donc lorsqu'on suit Nick, c'est toujours au présent. Lorsqu'on suit Amy, il y a une certaine temporalité, mais on est particulièrement dans le passé. On suit ses journaux, puis un petit peu l'évolution de sa rencontre et de sa relation avec Nick. Donc, j'ai beaucoup aimé cette alternance de point de vue-là parce que forcément, ils sont pas à la même place, ils sont pas dans les mêmes univers, ils nous racontent pas les mêmes choses. Donc, si on est avec Nick en train de faire l'enquête, ben, on retourne avec Amy dans le passé, puis comment ils se sont rencontrés. Donc, j'aime bien le fait là, de changer un petit peu deux voix. Je trouve que c'est toujours l'idéal. Ça fait un petit peu changement, puis ça permet de lire assez rapidement. Malgré tout, ce sont quand même des chapitres assez courts, même si c'est une bonne brique, donc ça se lit toutefois assez bien. Les personnages, ben on a majoritairement 2 personnages, Nick et Amy. Nick, au début, je le voyais vraiment beaucoup, là, son 9L8. Je voyais beaucoup de choses qui disaient, qui me rejoignaient. Donc, Nick 9L8, je me voyais vraiment beaucoup en ce personnage-là, particulièrement au début. J'ai noté quelques petites choses. Donc, il fait ce qu'on lui dit de faire parce que lorsqu'on respecte les règles, en général, c'est plus doux. Donc, on évite les conflits. Ça, c'est très typique du type 9. L'autre chose, j'aime les règles qui ont un sens, pas les règles illogiques. Ça, tout à fait, c'est beaucoup notre L8 qui parle dans ce sens-là, parce que suivre les règles, c'est très neuf, mais confronter celles qui n'ont pas de sens, c'est très L8. Par contre, rapidement, j'ai perdu un petit peu l'essence de ce personnage-là. C'est sûr qu'il se passe beaucoup de choses, il est en situation stressante. On se rend compte aussi qu'il est peut-être pas dans une période de sa vie très saine, et ça peut se manifester de différentes façons. Lui, je trouve qu'il est très colérique dans
manifestation d'être unhealthy. Moi, j'ai plus tendance à être dans la tristesse puis la déprime. Donc là, j'ai vraiment vu un écart. Puis une fois qu'on est tombé là-dedans, je voyais vraiment plus les ressemblances entre lui et moi. Il y a beaucoup de choses qu'il fait que je peux comprendre que c'est pour éviter les conflits, mais tu sais, je me voyais plus, là. Même dans une situation comme ça, je me serais jamais vue en lui. Donc, au début, ça m'a aidé à m'accrocher, mais éventuellement, là, j'étais comme, oh non. On n'est pas la même personne, définitivement pas. L'autre personnage, c'est Amy. C'est un personnage qui est caractérisé type 3, L2. Les types 3 sont à la fois très intéressants parce qu'ils ont une grande planification, une grande organisation, ils ont besoin de succès et on va voir ça dans le personnage d'Amy vraiment beaucoup, à tel point qu'elle m'en fait un peu peur parce que les 9, on est comme très l'inverse, tu sais, on est très désorganisé, on est capable d'avoir une certaine organisation. Lorsqu'on est dans un mode très sain, on tend à être un petit peu comme les types 3, mais jamais au même titre et à la même intensité que ces personnes-là. Donc, ma foi, elle était particulière. Donc ça fait un petit peu le tour là, pour les deux personnages principaux. Il y en a d'autres, c'est sûr, il y a les enquêteurs, il y a la sœur Annick, mais majoritairement, c'est ces deux personnes-là autour de qui on gravite. Pour ce qui est de l'histoire, ben, on est pris là-dedans dans cette enquête, majoritairement avec Nick parce qu'on est au présent, puis tous les indices mènent à lui comme étant le parfait coupable de ce qui s'est passé à Amy, et ça, c'est un sentiment, ma foi, vraiment très difficile parce que lui, il est comme, ben, c'est pas moi, puis là, nous, on a tendance à le croire, pourquoi on le croirait pas, mais il y a beaucoup de choses qui l'incriminent, donc ça fait vraiment un petit peu peur, puis j'ai toujours un petit peu ce sentiment de comme, imagine que c'est pas vrai, que c'est pas lui, puis qu'il est pris, puis qu'il essaie de se défendre, puis qu'il y a personne qui le croit. C'est comme un sentiment vraiment désagréable. Je peux même pas me l'imaginer, c'est quoi la détresse psychologique qui vient avec ça. Donc, il y a comme tout ça dans lequel Nick est pris. Puis il s'aide pas non plus parce que il fait des petits mensonges blancs, puis il veut cacher des petites choses qui sont pas importantes, mais il a l'air juste plus suspect que d'autres choses. En tout cas, tu sais, cette vision-là est vraiment intense. Puis d'un autre côté, ben éventuellement, on va avoir un petit peu plus de réponses, puis on va avoir une vision plus dans le moment présent d'Amy, mais ça prend du temps avant d'avoir sa version des faits. Donc ça se lit vraiment, tu sais, c'est une enquête, fait qu'on tourne les pages, on veut savoir ce qui s'est passé. C'est comme en 3 parties et le changement d'ambiance est vraiment drastique, mais vraiment intéressant. Puis on change nos perceptions aussi. Dans le premier, tu sais, dans la première partie, on pensait ça des deux personnages, ben dans la deuxième partie, il y a des certitudes qu'on avait qui sont plus tout à fait là. On est un peu choqué par les révélations qu'on a. Puis même dans la troisième partie, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais comme finale. Et je vous avouerai que j'ai été un petit peu déçue de la fin. Tout au long du livre, je trouvais que c'était vraiment bien étoffé, que c'était crédible pour ce que j'en sais, mais que toute l'histoire était bien montée, puis que j'y croyais. Puis à la fin, il y a comme une révélation que j'ai vu des failles, puis j'ai pas trouvé assez extrapolé, puis j'étais comme un peu déçue. Puis la façon que ça se termine, c'est vraiment pas très satisfaisant pour mon côté justice, si je peux dire ça ainsi. C'est une finale surprenante, forcément, mais pas satisfaisante pour moi. Donc, j'ai vécu vraiment beaucoup de choses avec ce livre-là. Je sais pas au final, comme c'est pas un coup de cœur, mais tu sais, c'était quand même une bonne lecture. J'ai vécu bien des choses, j'ai été complètement troublée lorsque j'ai terminé ce livre-là, mais c'est ça comme mon impression globale de ce livre, ma foi, si populaire, il y a une couple d'années. Alors, en position 14 à 9 dans ce range, il y avait le livre Les Cerfs-volants de Kaboul, traduction française de Kite Runner, livre écrit par Khaled Hosseini. On est en Afghanistan, ça commence au début des années 1970 et on passe une bonne trentaine d'années en Afghanistan. On va suivre le jeune Amir, qui a à peu près une dizaine d'années, qui habite avec son père qu'on surnomme Baba, et il habite aussi avec leurs serviteurs, donc Ali et Hassan. Ali, c'est le père d'Hassan.
On va suivre l'enfance d'Amir et Hassan, qui, un peu comme des amis très proches, font plusieurs activités, entre autres les compétitions de cerf-volant. Il y a une certaine compétition entre Amir et Hassan, de la perspective d'Amir, parce qu'il a l'impression que son père donne beaucoup d'attention aux deux. Le père d'Amir a des opinions assez tranchées sur plusieurs choses en lien avec la religion et est très peu friand de ceux qui clament faire des choses pour la religion. Entre autres, il est plutôt pour l'équité. Il aime pas beaucoup ce pouvoir que lui, tu sais, c'est le maître de la maison, puis que Ali et Hassan sont des serviteurs. Donc, il aime mieux le pied d'égalité. Et c'est un petit peu comme ça qu'ils fonctionnent dans leur maison. Amir voit que son père est différent, qu'il rejette certaines traditions de la religion pour ses propres croyances, pour sa propre conception de la vie, et que ça diffère de toutes les autres personnes autour. T'sais, pour lui, lorsqu'il va à l'extérieur, Hassan est considéré comme un sous-fifre, comme un sous-humain, puis les gens sont quasiment surpris qu'il s'amuse avec lui. C'est un peu mal vu. Donc, il y a comme un peu cette dualité-là de... Il aime beaucoup Hassan dans sa maison. Ils agissent comme s'ils étaient une famille de père à père, égal à égal. Mais lorsqu'il sort, ben, c'est pas ça la relation qu'ils devraient avoir un avec l'autre. Et Amir, il a quand même une personnalité assez différente de celle de son père. C'est pas un gars qui a tendance à s'affirmer, à prendre position, à défendre ses idéaux. Il est très en retrait. Dès qu'il y a de la confrontation, il se sauve ou il veut pas embarquer là-dedans. Donc, ça va créer plusieurs situations. Puis, ça amène aussi son père à être un peu déçu de l'attitude d'Amir. Donc, on est au début des années 1970, puis l'Afghanistan va vivre de nombreux bouleversements politiques. Il va y avoir des changements qui vont affecter beaucoup Hassan. Éventuellement, il y a les talibans aussi qui vont arriver, qui au départ, ça semble un peu être salvateur, mais éventuellement, on va se rendre compte que pas du tout. Donc, ils vont devoir s'éloigner tout simplement de l'Afghanistan, puis ils vont déménager ailleurs. Donc, il va se passer vraiment beaucoup de choses dans ce livre-là. C'est quand même dramatique compte tenu du contexte socio-politique et historique. Et c'est dramatique aussi de la perspective d'Amir parce qu'il va se passer un drame et Amir va rien faire. Par rapport à ce drame-là, va vraiment pas en parler à personne, va pas prendre position et ça va débouler quelque chose parce qu'il va vivre avec cette grande culpabilité-là et à toutes les occasions qu'il a de se reprendre ou de peut-être corriger ou de faire la bonne chose cette fois-là, ben il ne le fera pas. Donc il y a comme ces deux lignes directrices-là, le fait que ça dépérit en Afghanistan puis le fait que ça dépérit dans la vie d'Amir, qui sont deux grandes lignes directrices qui vont nous faire cheminer au travers de ce roman-là. Lorsque j'ai commencé à embarquer dans le livre, j'étais pas certaine que ça allait fonctionner. Les premiers chapitres, on prend vraiment beaucoup de temps forcément pour nous expliquer le contexte politique, géographique, économique. Donc, c'était plutôt lent en termes d'action et rapidement, j'étais pas fan de la personnalité d'Amir. Je sais pas comment le décrire, puis habituellement, parce que c'est des perspectives d'enfants, j'aime vraiment beaucoup ça, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait dans Amir. Il y avait pas une mesquinerie, mais c'est au-delà d'être passif, c'est un peu de jouer de l'ignorance des autres. Il y avait quelque chose d'enfant, oui, mais qui me dérangeait dans sa personnalité. Je me disais, oh mon Dieu, suivre Amir tout au long du roman, je vais trouver ça pénible. Sauf que, de l'autre côté, oui, Amir, c'était pas mon personnage préféré, même en tant qu'enfant. De l'autre côté, il y avait Hassan. Puis Hassan, au contraire, c'est le genre de personnage lumineux. C'est un bon vivant, c'est un gars qui prend position à la mesure qu'il peut parce qu'il est quand même considéré comme un cafard là, par les autres gens
de l'Afghanistan. Puis tout son amour pour Amir, toute sa dévotion, il y avait quelque chose de tellement naïf, de bon enfant. C'est vraiment un personnage lumineux. C'est un ouvrage qui blesse beaucoup, compte tenu de l'histoire de l'Afghanistan et de tout ce qui va se passer. C'est bouleversant. Et du drame qui va arriver aussi dans la vie de Amir. Ce sont deux gros pôles qui font en sorte que ce livre-là nous pogne et nous traverse. Le drame autour d'Amir transcende tout au long de ce livre-là. On ressent sa culpabilité, mais on est un peu fâché aussi parce qu'il n'en fait rien. T'sais, il essaie pas de réparer les ponts. Il fait comme tout le temps les mauvais choix et c'est vraiment dur à suivre. Puis c'est normal parce que c'est vraiment un personnage, je pense, gris, avec des teintes de gris, qui est pas parfait, puis qui le sait, mais c'est sa personnalité, c'est de même qui depuis toujours, là. Donc on le suit puis on comprend pourquoi il fait ces choses-là, mais c'est vraiment choquant tout au long du livre. C'est un ouvrage qui ne peut pas vous laisser indifférent, qui ne m'a pas laissé indifférent. Je me suis sentie cassée à plusieurs reprises, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un ouvrage nécessaire et des ouvrages qui parlent de l'Afghanistan, il y en a pas tant que ça. En tout cas, moi, j'en connais pas énormément et je trouve que celui-là le fait vraiment bien. Donc, fiction historique réussie. Un gros coup de poing, cette lecture-là. C'est bouleversant, c'est troublant, c'est renversant. Et par la suite, je vais vous parler d'une troisième lecture. Et je me suis rendu compte que les trois ouvrages ont des adaptations cinématographiques. Donc, je vais m'amuser à regarder les films de ces trois ouvrages-là et de vous donner mon appréciation dans une autre vidéo. Mais voici ce que j'ai pensé de cet ouvrage ultra nécessaire. Troisième et dernière lecture, mais non la moindre, classée dans le top 8 à 4, donc quand même très haut sur ce classement. C'est le livre Auprès de moi toujours, traduction en français de Never Let Me Go, écrit par Kazuo Ishiguro. C'est l'histoire de Kat, Ruth et Tommy qui sont allés à Al-Sham et c'est une école, donc une école durant... Ça équivaut au primaire et au secondaire, à peu près, là, je pense qu'ils en sortent lorsqu'ils ont 16 ans. Et on commence avec aujourd'hui, Kat en tant qu'adulte, ou Kate, je sais pas, elle écrit K-A-T-H, absolument Kate c'est K-A-T-E, mais bon, on va dire Kat pour le bénéfice de cette vidéo. Donc, elle est adulte aujourd'hui, puis elle va nous rappeler, elle va se rappeler en fait ses souvenirs de Al-Sham en partant du début de sa jeunesse lorsqu'elle en est sortie, et puis en troisième partie, son travail d'aujourd'hui. On va y découvrir ses amitiés, particulièrement avec Ruth et Tommy. Il va y avoir aussi d'autres personnages au travers de ça, mais les relations les plus importantes sont vraiment avec ces deux personnages-là. On va découvrir comment ça se passait à cette école-là. Puis, il y a une certaine aura de mystère. Elle, aujourd'hui, elle s'en souvient quand même d'une bonne façon, mais c'est quand même un contexte particulier, une école qui était particulière. Tu sais, je vais réutiliser ce mot-là parce que c'est lui qui fonctionne le mieux. Je veux définitivement pas trop vous en dire. C'est un ouvrage adulte et c'est de la science-fiction, une dystopie. C'est un ouvrage qui est quand même assez lent. L'écriture est super belle, super jolie. Il y a quelque chose de très nostalgique dans la manière que c'est écrit. On prend le temps de bien établir les relations, qu'est-ce que chaque événement crée ou fait sur chaque individu, mais il y a définitivement une lenteur qui aurait dû me déranger, mais je pense que vu que c'est axé sur les personnages, ça me plaisait plus. Et cet aspect aussi de nostalgie, je trouve que c'est quand même ambitieux parce que pour être
Ben, en tout cas, pour suivre la nostalgie de quelqu'un, il faut absolument y être, mais je trouvais que c'était vraiment écrit d'une délicatesse et qu'on voyait à quel point tous ces événements-là étaient importants pour elle et qu'on pouvait bien comprendre la charge émotive. C'est un ouvrage bouleversant, entre autres à cause de l'aspect science-fiction. Moi, ce sont des thématiques qui me rendent sensible, qui me rendent fragile, qui me bouleversent. Et malgré tout, ce roman-là est plein de pudeur, c'est plein de non-dits, il n'y a pas de déversement d'émotions, alors que les personnages auraient définitivement pu hurler, crier, péter leur coche, se rebeller. Et j'ai l'impression que c'est quasiment ça qui fait en sorte que c'est encore plus douloureux parce qu'il n'y a jamais ça. Il n'y a pas ça et ils n'ont pas été éduqués comme ça et c'est mal vu, mais en même temps, il n'y a personne qui fait ça. Donc, c'est foncièrement troublant qu'ils acceptent leur sort ainsi. J'ai beaucoup aimé cette lecture-là, je me suis perdue à la lire, j'étais dans cette ambiance lente, plein de non-dits, qu'on parle à demi-mot. J'étais avec elle, avec Kat. J'ai bien aimé découvrir sa relation avec Tommy. Puis Tommy aussi, il était quand même un petit peu un outsider à Alsham à cause de ses réactions atypiques. Et j'ai détesté Ruth de tout mon corps. Même si je peux comprendre pourquoi elle avait ces réactions-là, c'est genre d'amitié ultra toxique que je souhaite à personne. Puis Kat, ben, en tout cas, elle a eu ses hauts et ses bas avec Ruth, mais je la trouvais tellement patiente et oh mon Dieu, ce personnage-là venait me chercher au plus profond de moi, mais je comprends que dans des situations aussi particulières, chacun réagit de différentes manières, des mécanismes de protection, mais définitivement, ça a aidé au fait que la lecture était prenante parce que je détestais Ruth. On pourrait dire qu'il y a peut-être une rédemption, mais même à ça, là, c'est des comportements qui me font grincer des dents. Donc, tout au long du roman, je me suis vue avec Kat, suivant son histoire, puis comprenant ses réactions, la trouvant touchante à certains moments, étant surprise à quel point elle pouvait se retenir de démontrer quelconque émotion. Ça m'a troublée. Il y a des événements, malgré qu'ils sont écrits tout avec pudeur et avec c'est comme dit à demi-mot, mais on comprend toute la charge émotive. Et même si c'est jamais des grosses bombes qui nous sont dévoilées, tout est dévoilé petit à petit, ça a quand même beaucoup d'impact et tout ce qu'ils vivent, c'est tellement hors de ce monde que lorsqu'on lit ça, toute petite bombe est en fait une énorme bombe pour nous. La fin, ça finit d'une manière douce mais amère en même temps. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. J'ai beaucoup aimé l'expérience que j'ai vécue, toutes les émotions que ça m'a fait ressentir. À la fin, je croyais quasiment que les larmes allaient couler, mais il y avait tellement de retenue que puis c'était tellement pas vu de manière triste dans les personnages que on dirait que je pouvais pas avoir plus de peine que eux. J'ai vraiment vécu beaucoup d'émotions dans ce livre-là. Et ma foi, je pense que c'était une surprise et que il y a pas grand monde qui aurait pu prévoir que j'ai autant de plaisir à lire ce livre-là. D'ailleurs, je parlais avec Sous le ciel juste avant que je commence, puis elle me disait « Ah, tu sais, c'est correct, mais je pense pas que tu vas adorer. » Puis au contraire, je pense que ça va rester une grosse lecture et même que ça va continuer à grandir en moi parce que c'est pas le genre d'intrigue que je vais oublier, c'est pas le genre d'univers que je vais juste passer à côté. Dans une couple de mois, je vais encore me souvenir de ce que j'ai ressenti, de qu'est-ce que c'était là, que cette histoire-là. Donc, ma foi, une grosse lecture.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Si vous avez des suggestions, des commentaires, n'importe quoi, des questions, vous pouvez faire ça en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.